Bonjour, je suis Nicolas Janselme, je travaille chez Salt Security comme API Security Engineer. Je viens du monde de la Network Security où j'ai travaillé 15 ans et avant je faisais du développement pour des portails de location de véhicules et de paiement. Et depuis maintenant près de 6 mois, je m'occupe plus précisément de la sécurité des API, je fais pas mal de pen tests et puis on va voir aujourd'hui un petit peu quelques-uns des résultats qui ont été anonymisés. L'idée d'aujourd'hui, c'est de voir quel est l'impact des attaques API et puis de revenir sur quelques a priori que je rencontre beaucoup lorsque je rencontre des organisations qui soit développent les API, les présentent ou les sécurisent. Et les premiers sujets sur lesquels il y a des différences entre les attentes et la réalité, c'est sur la volumétrie du trafic qui est relatif aux API. Aujourd'hui, avec les applications mobiles, les web apps, la partie IoT, on se rend compte que la majeure partie du trafic, 83%, c'est ce qu'Akamai nous disait, du trafic Internet sont maintenant des API. Et beaucoup des environnements que je rencontre sont sécurisés avec des solutions de type WAF, des solutions d'API Gateway, qui sont indispensables, qui apportent énormément. Mais le biais, c'est que dès lors qu'une session est chiffrée et authentifiée, on est tranquille. Sauf que les chiffres sont assez tenaces, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que 95% des attaques se font sur des environnements où on a du chiffrement et où on a des authentifications. Et on va voir pourquoi. L'idée aujourd'hui, c'est de revenir sur les évolutions et l'impact sur le métier. On va revenir sur quelques-unes des attaques de 2021, et on va descendre sur les détails qui ont fait que techniquement ça a été possible. Et enfin, on terminera sur quelques cas de 4 pentests sur des clients français avec différentes attaques relatives par rapport à l'OWASP API Top 10. Et puis, je vais illustrer comment on est capable de détecter et de bloquer ça avec la solution Salt Security. Donc, la première chose, c'est qu'on a eu des évolutions majeures sur la surface d'attaque. On vient d'environnements où on avait peu d'API, avec des changements qui pouvaient être rares, quelques fois par an, peu de données exposées, avec, après de la digitalisation, un besoin de porter le métier sur du code et donc des API. Et aujourd'hui, une prolifération des API, tant par leur usage que par leur version. Je rencontre aujourd'hui des environnements sur lesquels on est sur une version 50 des API. Et outre le grand nombre de changements, se pose également la problématique de l'obsolescence d'API. On verra tout à l'heure que sur les cas de pentest que j'illustre, il y a une faille gravissime qui a été trouvée sur une API. Et en fait, cette faille était connue. Simplement, une nouvelle API avait été faite, une nouvelle version. Le problème a été résolu, mais l'ancienne version de l'API n'avait jamais été décommissionnée. Donc, le problème du changement rapide, c'est comment on gère la durée de vie. Et ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que c'est pas rare, lorsqu'on fait un audit, que 2/3 des API que l'on découvre ne soient plus dans le radar, qu'elles ne soient plus dans la documentation, qu'elles ne soient plus attendues au moment de la présentation des résultats. Et la deuxième chose qui a beaucoup changé, c'est également les attaques. On vient d'attaques qui étaient des attaques connues, avec des attaques dites one and done, c'est-à-dire une requête, une réponse, une escalade de privilèges, une inscription en base. C'était des attaques qui étaient relativement simples à détecter par rapport à leur structure, par rapport à une signature. Et les solutions qui travaillent au niveau réseau type WAF fonctionnaient très bien pour détecter ce type d'attaque. Mais aujourd'hui, IBM nous dit que c'est moins de 15% des attaques et que les attaques actuelles viennent cibler la logique métier. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'elles viennent cibler la logique métier, une logique fonctionnelle, tout en respectant les spécifications. C'est-à-dire que si on a une sécurité positive qui va venir vérifier que le paquet est conforme aux spécifications, effectivement, on a quelque chose qui est tout à fait normal, qui passe, et qui, sans contexte, paraît tout à fait normal. C'est des attaques que l'on peut dire low and slow, qui vont être associées à une séquence d'appels API, et c'est cette séquence qui va en faire quelque chose d'anormal. Si on pense à une attaque comme celle de Peloton, qui est toujours une société américaine qui fournit des équipements et des solutions pour faire du sport, l'attaque qui a été réussie il y a 2 ans s'appuyait sur une séquence d'appels. Un premier appel qui permettait d'obtenir des informations sur les identifiants utilisateurs. Un appel hors contexte, c'était tout à fait normal. Le problème, c'est que plusieurs appels permettaient de récupérer une liste d'utilisateurs.
Puis ensuite, un deuxième appel permettait de récupérer des informations sur l'utilisateur. Et c'est vraiment dans la séquence et dans l'agrégation de ces résultats qu'on arrive à quelque chose qui n'est plus du tout normal. Et donc là, on se rend compte que c'est sur une séquence d'appels, sur une baseline, qu'on va pouvoir détecter ce type d'attaque. D'autres exemples d'attaques comme celle-ci ont également été illustrés au cours des années passées. Une attaque qui me revient souvent en tête, c'est celle de Facebook. Pourquoi Facebook ? Parce que si on y réfléchit bien, c'est une société qui a 3 métiers. Le premier, c'est de faire de la publicité, de faire du big data et de faire des API. Et vraiment, c'est leur cœur de métier. Et si on regarde les types d'attaques qu'ils ont eues, si on regarde le niveau de risque maximum, à l'attaque OWASP API 1, donc sur les autorisations cassées au niveau objet, eh ben, ils ont été victimes de ce type d'attaque-là. Et pourtant, ils ont parmi les plus gros bug bounty du monde. Si on regarde la partie remerciements au White Hat, on voit effectivement qu'ils ont des dizaines de remerciements. Et on peut se dire que ça s'est arrêté là. Mais non, ils ont eu, si on regarde sur 3 ans, ils ont eu près de 20 attaques de type OWASP API 1, qui est le niveau de risque maximum. Et donc, la question, c'est sur les milliers d'API que vous avez, les dizaines de milliers d'endpoints, quel est le risque qu'un ou plusieurs de ces endpoints aient des failles de ce type-là et un impact business. En parlant d'impact métier, je vais commencer par l'attaque qui est la plus risquée selon l'OWASP API top 10. Ils ont créé ce top 10 du plus risqué, du plus à même d'arriver et du plus à même à ne pas être détecté. Et effectivement, aujourd'hui, quand on regarde les attaques que l'on bloque pour nos clients, les attaques de type autorisation cassée au niveau objet, ça représente 40% des attaques qui sont bloquées. Et il y a plusieurs raisons à ça. Le premier, c'est que quand on est un attaquant, c'est ce qui permet d'accéder à d'autres données, ce qui va permettre de faire des opérations qui ne sont pas autorisées. Donc c'est effectivement le type d'attaque qui est le plus prisé. Et puis, on vient de le voir, lorsqu'on est du côté de la défense, c'est quelque chose qui est très difficile à détecter. Et donc, si on doit descendre dans le détail, qu'est-ce que c'est que cette autorisation cassée au niveau objet ? Elle s'appuie simplement sur le fait qu'un utilisateur, lorsqu'il se connecte, lorsqu'il a établi sa session, il va pouvoir accéder à ses propres objets. Jusque-là, tout est normal. Mais ensuite, en pouvant regarder la structure des échanges, comment est-ce qu'il accède à ces données, peut-être qu'il y a un identifiant qui définit son panier, son profil, il va pouvoir essayer d'accéder à un autre objet que le sien, faire quelque chose qui n'est pas prévu au niveau de l'API. Et quand c'est quelque chose de fonctionnel, de réussi, il va pouvoir accéder à des enregistrements qui ne sont pas les siens. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui permet d'aller jusqu'à une exfiltration de bases de données. On a l'équivalent qui n'est pas au niveau de l'objet, mais au niveau de la fonctionnalité. L'autorisation qui est cassée au niveau de la fonctionnalité, c'est le 5e au niveau de l'OWASP Top 10. On peut le confondre parfois avec l'objet, parce qu'effectivement c'est très proche. On peut avoir, et j'ai eu le cas sur un client public français, où on a un certain nombre de documents qui sont présentés, qui ne sont pas altérables, et donc un utilisateur au niveau de sa session va pouvoir aller consulter ces documents, et puis lors d'un bug bounty, simplement en essayant d'aller faire une modification, en allant écraser le document ou en allant le supprimer, ce n'était pas quelque chose qui avait été prévu, mais la fonctionnalité existait et on a simplement pu aller altérer ou supprimer un objet alors que ce n'était pas un use case de prévu. Et donc la combinaison de ces attaques permet de pouvoir faire une prise de contrôle, par exemple. On a ici un update, c'est-à-dire qu'on est sur un environnement où l'utilisateur a une session et puis il va aller rajouter un équipement pour une authentification à 2 facteurs, il va rajouter son numéro de téléphone qu'il maîtrise pour derrière pouvoir bypasser un processus d'authentification à 2 facteurs. Donc on voit que les différents cas d'attaque peuvent être combinés pour arriver à ce que souhaite faire l'attaquant. Je vais passer assez rapidement sur les attaques de 2021. Le premier, c'est celui du réseau social Parler, qui a eu une exfiltration de données massive liée à plusieurs failles de conception. Le premier, c'était une autorisation utilisateur qui était cassée, le OWASP API 2.
C'est-à-dire que les endpoints qui permettaient d'accéder à la donnée utilisateur supportaient l'authentification, mais ne l'exigeaient pas. C'est-à-dire que l'attaquant a simplement supprimé l'entête autorisation et il a eu le même résultat que s'il avait été authentifié. Je vois des sourires. Effectivement, quand on voit le cumul de tout ce qu'il y a là, c'est inquiétant. Le deuxième, c'est une autorisation cassée au niveau objet, c'est-à-dire qu'il n'avait pas simplement accès à ses propres données, mais à celles de n'importe quel utilisateur. Encore une fois, sans autorisation. Ensuite, les données supprimées ne l'étaient pas réellement. Elles étaient simplement flaguées, mais un utilisateur qui pouvait venir définir le flag sur afficher les supprimés égale vrai, voyait également les données qui auraient dû être supprimées. Et enfin je vais en passer quelques-unes, mais les numéros d'identifiants, au lieu d'être des identifiants type UID compliqués à deviner, étaient simplement des entiers séquentiels, ce qui permettait de décrémenter et puis de lister toutes ces informations de façon très prévisible, de façon tout à fait triviale. Donc on voit ici que c'est un enchaînement de mauvaises configurations sur plusieurs endpoints qui ont permis d'arriver à cette exfiltration de données. On a d'autres environnements, celui de LinkedIn, sur lequel il y a eu une exfiltration de données massive qui a été faite sur 700 millions de comptes. Ça représente plusieurs centaines de gigas. Ça a été fait sans être détecté, c'est-à-dire que ça a été fait en juin. En septembre, les données étaient sur des marketplaces et sur les premiers articles, si on cherche dans la presse, c'était pas évident. LinkedIn n'avait pas détecté ça et ne savait pas d'où venaient ces données. C'est à force de recherche qu'effectivement, ils se sont rendus compte qu'il y avait eu un scrapping, enfin une récupération de données qui avait permis de réassembler toutes ces données-là. Et ces données qui font que peut-être aujourd'hui vous êtes appelé, les logins mots de passe que vous aviez là-dessus ont été tentés par ailleurs. Si vous aviez la mauvaise idée, comme ma fiancée, d'avoir les mêmes sur plusieurs environnements, vous avez peut-être dû remettre à zéro certains comptes, appeler certains de vos fournisseurs. Donc on voit tout de suite l'impact de ces exfiltrations. Le dernier, c'est celui d'une faille qui a impacté Exchange Server 2013, 2016 et 2019. Et on voit ici, sur le schéma qui est un petit peu recouvert par le texte, qu'en fait, on a 4 failles. C'est un enchaînement de ces failles qui commence par, sur la partie de gauche, un exploit de côté serveur qui permet de complètement passer la partie authentification. C'est-à-dire qu'on arrive, via cette première faille, à se faire passer pour un serveur Exchange, et ensuite, via d'autres failles exploitées encore via les API, faire de l'exécution de scripts malicieux, puis d'accéder à la donnée. Et c'était en fait probablement le premier ransomware sur API. C'est-à-dire que c'est une API qui avait permis d'accéder aux données Exchange et puis de faire le chiffrement de données. Donc ça, c'est effectivement des attaques avec un impact business qui est très fort, qui a été publié, qui est en dehors de la France. Ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est quelques illustrations de pentest qu'on a sur des clients français, qu'on a remonté directement aux équipes sécurité, donc qui n'ont pas été dans la presse. Mais outre celles qui font grand bruit, quand on cherche, on se rend compte que très souvent, il y a des failles, que ce soit de conception, qu'il y a des exploitations possibles. La première que l'on a ici, c'est sur un service provider de premier plan, qui a permis une exfiltration de la base de données client, en s'appuyant sur un défaut d'autorisation au niveau objet. Donc j'ai simplement créé un compte client, comme pour obtenir un nouveau téléphone. J'ai pu voir, je vais vous le raconter parce que vous non, que en fait il y avait une API qui faisait un post pour une recherche de clients et que ici mon identifiant qui finissait par 2112 permettait de voir sur la partie droite toutes mes informations, nom, prénom, date de naissance, mon numéro de passeport que je regrette d'avoir donné, c'est le vrai, mon adresse postale. Et donc c'était un identifiant. Étant donné que je venais de m'inscrire, je me suis dit je vais décrémenter pour voir si je peux accéder à quelque chose d'autre. Je l'ai tenté qu'une dizaine de fois. Oui, c'est vraiment basique. Mais de la même façon, j'ai pu récupérer les numéros de passeport, numéro de téléphone, numéro d'adresse mail, adresse postale, nom, prénom, d'une dizaine de clients. Donc je me suis arrêté là. Mais effectivement, on se rend compte qu'on a la possibilité, simplement en venant challenger
différentes API, donc ce n'était pas la première que j'essayais au niveau de cet environnement, mais en creusant, je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement 2 versions d'API qui étaient utilisées par la web app, une qui était très sérieusement sécurisée, et puis celle-ci qui était ancienne mais qui n'avait pas encore été enlevée de production et qui continuait à accéder à ça. Et en discutant avec le responsable sécurité, c'était effectivement quelque chose de connu, mais le défaut d'inventaire, le défaut d'obsolescence sur une API qui était pourtant connue comme ayant une faille critique, fait que ça a demeuré. Ce que je voudrais vous montrer ici sur l'interface SALT, c'est comment on peut détecter une attaque de ce type-là. Parce qu'on le voit sur des dizaines de milliers d'endpoints, c'est le genre de choses qui peut arriver. Et même si on a un grand nombre de failles qu'on peut remonter, vous n'allez pas forcément vouloir commencer par résoudre des milliers de failles. On va avoir ici ce qu'un attaquant va tenter. Et là, sur la partie de gauche, au niveau de cette chronologie, j'ai une attaque au WASP API 1, donc l'autorisation cassée au niveau objet. Sur la partie droite, la requête faite par le client. Et lorsque je passe la souris ici sur l'espace violet, comment SALT a détecté que c'était une attaque. Et là, ce qu'on a comme information, c'est que l'utilisateur qui a accédé à la donnée du paramètre Account ID a essayé d'accéder à la donnée d'autres utilisateurs en présentant ici 52 valeurs, mais il aurait pu le faire sur 2, sur 5, on l'aurait détecté de la même façon. Au cours de la dernière minute, et on aurait pu détecter la même chose, même s'il voulait rester sous le radar en le faisant sur plusieurs semaines. Et que c'est 17 fois le comportement normal. Et pour arriver à ça, on a pu, par l'écoute du trafic, déterminer que certaines données étaient publiques. Typiquement, comme tout le monde, je suis allé regarder tous les téléphones qui me faisaient envie. Donc tout le monde fait ça. Ça, c'est de la donnée publique. Puis ensuite, au sein d'une session, un utilisateur ne regarde qu'un compte, son compte. Et ça, c'est de la donnée privée. Et là, typiquement, on voit que cet attaquant essaie d'énumérer de la donnée qui devrait être privée, qui devrait être unique au sein d'une session. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir derrière venir bloquer cet attaquant. Pardon. Le deuxième résultat de pentest que l'on a ici, c'est celui d'une société dans le retail en France, pour lequel on a une API GraphQL qui a une exposition de données excessive et une absence de limitation de ressources et de vitesse. Donc en fait, lorsque je lance l'application, il me propose 6 articles. Donc j'ai des pommes, des bananes. Et ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai analysé la séquence qui a été utilisée pour avoir ces articles. Et je me suis rendu compte que c'était du GraphQL. Donc au lieu de faire une seule requête au sein de la requête GraphQL, j'en ai fait 20. Et puis, le nombre d'objets par défaut, c'est 6 sur la recherche. Donc là, je l'ai passé à 10 000, il me l'a refusé, donc je l'ai fait à 9 999, c'est passé. Et donc, en une requête, j'ai pu dumper 200 000 articles. Et donc, en 7 requêtes, j'ai pu dumper la base complète avec les prix. Donc, un compétiteur serait ravi de pouvoir toutes les minutes récupérer, enfin, peut-être une fois par jour, ça suffit, mais récupérer le catalogue, les prix d'un compétiteur. Et là, typiquement, de la même façon, on a quelque chose qui est un comportement qui n'est pas le comportement normal. C'est-à-dire que par rapport à ça, on va être capable de détecter ce qu'est le comportement normal. C'est-à-dire, chaque utilisateur, on sait combien de fois par minute, par heure, par jour, il va essayer de s'authentifier ou d'aller faire un listing sur un panier. Et là, typiquement, on aurait pu dire, là, on a une quantité d'informations sur le paquet par rapport à sa taille qui n'est pas normale. On a un paquet qui fait une réponse qui fait 3 mégas, là où d'habitude on a quelques dizaines de kilos. On a 20 requêtes au sein de ma requête GraphQL, là c'est pas le cas. Ici, typiquement, j'ai 303 accès sur cet endpoint au cours de la dernière heure pour le même utilisateur. C'est beaucoup plus que ce que l'on a d'habitude. Et donc c'est de cette façon qu'on va pouvoir détecter qu'on a un comportement qui est anormal. Donc là, moi, j'étais de bonne volonté. J'étais pas là pour attaquer, j'étais vraiment là pour faire un test et remonter l'information. Mais très souvent, ce dont on se rend compte, c'est qu'un attaquant, lui, va essayer de rester sous le radar, d'échapper aux solutions qui vont être des sondes ou des solutions qui travaillent au niveau réseau, et va vouloir justement distribuer son attaque avec un grand nombre d'IP. C'est ce qu'on voit ici. C'est typiquement pour 18 tentatives, on a 10 IP distinctes, mais on voit que c'est un utilisateur unique. On va pouvoir en fait utiliser n'importe quelle donnée au niveau du trafic pour corréler et bloquer ce qui a le plus de sens pour détecter et bloquer l'attaquant.
Et donc on va pouvoir ici typiquement bloquer, pas sur l'IP, mais sur le user ID, de façon à s'assurer que l'utilisateur ne puisse pas continuer à faire son attaque, à découvrir les API, à les utiliser d'une façon anormale et de comprendre plus comment les attaquer avec succès. Une dernière, vu que j'étais bien parti sur cet endpoint, je me suis dit, et si c'est pas 20 requêtes, mais c'est 99, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est qu'on a 60 secondes de temps de traitement. Je pense que les bases sont mises à rude épreuve, avant de finir sur une gateway timeout, donc une erreur 504. Et typiquement, en distribuant cette requête sur quelques IP, quelques requêtes par seconde, je l'ai pas essayé, je l'ai pas vérifié, mais je pense qu'on peut arriver à un déni de service potentiel, à défaut justement de limitation de ressources allouées à ça. Et donc on a le temps pour une toute dernière. Une autre faille qui est extrêmement courante, c'est probablement le plus haut niveau d'occurrence lorsqu'on fait des pentests, c'est des failles de type mauvaise configuration de sécurité, OWASP 7. Un attaquant va essayer de venir présenter des données qui ne sont pas celles qui sont attendues, de façon à avoir une réaction qui est inattendue au niveau de l'API et qui permet d'apprendre plus. Ici, c'est un autre environnement de retail. Et simplement, au niveau de la mise à jour de mon panier, au lieu d'envoyer un objet, j'ai envoyé un tableau d'objets. C'était quelque chose qui n'était pas prévu. Donc, je m'attendais à avoir une stack trace qui me donne un petit peu les modules qui étaient utilisés. Et là, ce n'est pas le cas. Là, ce qui m'a donné, c'est la visibilité sur le deuxième niveau d'API. J'étais sur l'API publique, externe, et là, il me donne une information sur le host, la route, le fait que ce ne soit pas un post, mais un patch, et il me donne tous les détails sur ce deuxième niveau d'API qui, en plus, n'était pas interne. Il est exposé, même s'il n'était pas fait pour être utilisé directement depuis l'extérieur. Et donc, on se rend compte ici qu'on a une réponse qui n'est pas celle qui est attendue. Je ne vais pas vous montrer ça sur l'interface, on va être limité en temps, mais typiquement, sur une réponse de ce type-là, on pourrait voir deux choses. C'est que la première, là où on s'attendait à voir un objet, on a un tableau. Donc on va pouvoir détecter ça par rapport à la dérive à la baseline, à ce qui est le trafic normal. Et puis sur la réponse, on a également quelque chose qui n'est pas le format de la réponse attendue. C'est-à-dire que d'habitude, on n'a pas de timestamp, pass, statut, erreur et message. On a d'autres champs, et là on se rend compte qu'on est sur une réponse qui n'est pas celle attendue. Et donc, toutes ces tentatives, on pourrait vous noyer sous 100 000 anomalies de ce type-là. On va pouvoir les prioriser et les corréler par attaquant, ce qu'on a vu il y a quelques minutes, pour vous présenter un attaquant sur lequel on va pouvoir avoir une action. Et la dernière chose, c'est que ces tentatives, en plus de les détecter et les bloquer, on va pouvoir remonter une demande de changement qui est, c'est ce design, c'est l'absence de limitation sur le nombre de requêtes au sein d'une requête GraphQL, c'est l'absence de limite sur une valeur raisonnable qui ont permis ces attaques et qui ont permis la réussite de ces pentests. Et donc une demande de changement pour améliorer la posture, pour améliorer le design, et s'assurer que, par conception, vos API soient immunisés contre ce type d'attaque. Merci beaucoup.